Rodolphe Bonas, ça fait des années qu'on dit l'inflation, c'est dans la tête. On a l'impression que notre pouvoir d'achat est grignoté tous les ans. Non, ça n'est cette année seulement que ça va être une réalité, en fait, contrairement à ce qu'on pense. Et oui, tout à fait, parce que cette notion de pouvoir d'achat, elle a une partie objective et mathématique, et elle a une partie subjective. Parce que quand on parle de pouvoir d'achat, souvent, en fait, en réalité, les Français, eux, le vivent plutôt dans le vouloir d'achat. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, un budget, c'est fait de dépenses, ces fameuses dépenses contraintes, mais aussi des dépenses, j'allais dire, d'envie, d'achat instantané, d'achat... Voilà. Et donc, le problème en France, c'est que depuis 15 ans, même depuis les années 60, ce budget des dépenses contraintes, il ne cesse d'augmenter. Et il est totalement, presque du moins invisible pour les Français. Et donc, du coup, la part du reste à consommer, la part que l'on peut sortir, la carte bleue qu'on peut sortir de manière instantanée, ce montant, il continue à diminuer. C'est pour ça que depuis 10 ans, quand on pose la question aux Français de savoir si leur pouvoir d'achat a augmenté ou diminué, ils vous disent « il a diminué ». Il a diminué. Là, pour le coup, ça va être une vraie réalité. Mais c'est cette logique entre réalité mathématique et perception, pouvoir d'achat et vouloir d'achat. C'est une réalité parce que ça touche désormais des achats de très haute fréquence. C'est-à-dire qu'on ne sent pas de manière occasionnelle, effectivement. C'est ça toute la différence. C'est-à-dire qu'actuellement, cette augmentation des prix, cette inflation, elle vient toucher ce qu'on appelle des prix psychologiques. C'est-à-dire des moments dans lesquels on vous rappelle à chaque instant que le prix d'aujourd'hui n'est pas le même que celui d'hier. Vos courses alimentaires, vous les faites entre 2 et 3 fois par semaine. Et à chaque fois, vous sentez bien que les prix ont augmenté. Juste pour vous donner un chiffre, très rapidement, il faut savoir que nous, consommateurs, nous connaissons, nous avons en tête, lorsqu'on rentre dans un hypermarché, une douzaine de prix références. On les connaît. Alors, on ne peut pas les réciter par cœur, mais quand on achète le produit, on dit celui-ci, je le connais et il a augmenté. Je suis capable de dire qu'il a augmenté. Donc ça, ce rendez-vous-là, il fait mal au portefeuille, il me fait mal aussi psychologiquement, on sent que ça restreint. Même chose pour l'essence. Vous passez à la pompe tous les 10 jours, mécaniquement, et là on vous rappelle à chaque fois, hop, ça augmente. C'est ça. Encore un mot, puis on ira sur la réalité du terrain avec vous, Frédéric, dans un instant. Alors ça fait mal, mais ça fait pas mal à tout le monde dans les mêmes proportions, il faut le rappeler ça. Il y a ceux qui subissent plus ou moins l'inflation, il y en a qui la subissent franchement. Alors oui, un mot là-dessus. Alors c'est vrai que l'on va vers une inflation, vous l'avez évoqué, aux alentours des 7% en fin d'année, c'est comme ça. Aujourd'hui, elle est aux alentours de 5-6. Et ce qui est absolument terrible, et je pense que c'est le plus compliqué, finalement, l'équation la plus compliquée que le gouvernement a à résoudre, c'est bien celle-ci. C'est d'essayer d'arriver à mettre en place des mesures qui vont cibler réellement les gens qui sont clairement touchés. Pour vous donner là encore un chiffre, il faut savoir que quand on regarde les deux extrémités, vous avez 10% des Français qui vivent une inflation déjà aujourd'hui quasiment à 9%, 8,6%. Eux, ils le vivent actuellement. Lorsque vous êtes situé en zone rurale, que vous avez un usage important de votre véhicule, que vous faites souvent le plein, on en a parlé, vous êtes gros rouleur, et bien mécaniquement, vous êtes particulièrement impacté. Et l'autre côté, vous avez 10% des Français qui, eux, ne la vivent non pas à 5,6, ce qui est le cas aujourd'hui, mais à 2,5. Et donc, du coup, pourquoi ? Parce qu'ils sont en ville, ils peuvent utiliser les transports en commun, ils ont des dispositifs d'accompagnement qui sont plus soutenus. Eh bien, on le voit, il y a une grande hétérogénéité, une grande inégalité face à l'inflation. Frédéric Bianchi, alors on suit ça avec vous depuis maintenant quelques semaines. Frédéric, c'est le fameux chariot BFM Business, c'est-à-dire qu'on sélectionne 47 produits. On voit parmi les 200 les plus achetés par les Français, selon la société IRI, et on regarde régulièrement comment ça évolue. Qu'est-ce que nous dit la dernière mouture qui est sortie ce matin, justement Alors, la dernière mouture de relevé de prix, donc on rappelle, 47 produits, on va mesurer les prix sur un drive dont on ne citera pas le nom pour pas influencer éventuellement le distributeur. Ce qu'on constate depuis le début, et cette semaine encore, c'est qu'il y a énormément de changements de prix. Ça fluctue beaucoup. Cette semaine, on a 17 changements sur les 47, c'est-à-dire plus d'un tiers des produits qui augmentent, qui baissent, qui changent chaque semaine. Donc cette semaine, on a plus d'augmentation en volume, il y a beaucoup plus de produits qui ont augmenté que de produits qui ont baissé. En revanche, quand on fait le total de ce chariot, eh bien cette semaine, on constate une baisse de 1,49 €. On est cette semaine à 142,11 €, des baisses parce qu'il y a aujourd'hui des promotions sur des produits coûteux, sur des produits symboliques. C'est pour ça que ça baisse, voilà, les promotions qui montent en puissance. Exactement. Il y a des promotions sur des produits forts. Depuis le début, par exemple, on a constaté une baisse de 6 € sur les couches Pampers. Voilà, il y a des distributeurs et la marque aussi. Là, c'est de la grande fréquence pour le coup. Voilà. Pour faire baisser les prix, et on parle de produits coûteux à plus de 20 €. Quand il y a 6 € qui baissent, eh bien ça fait baisser la note. Cette semaine, c'est le Ricard. Dans l'enseigne qu'on a choisie, on a plus d'1 € de remise directement en caisse. Et fatalement, 1 € sur un produit à 18 €, ça fait directement baisser le prix. Et c'est la même chose depuis que vous suivez ces prix, en l'occurrence. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a évidemment beaucoup plus de produits qui ont augmenté en nombre. Les produits frais. La cristalline, par exemple, l'eau cristalline, qui avait vu son prix
même prix depuis 20 ans. Aucun produit. Eux, oui, cette année, ils ont augmenté de 20%. De 20% à cause du coût, la hausse du coût des matières premières, du pétrole, le prix du plastique, etc. Les produits frais aussi, on constate. Le camembert président, par exemple, depuis le début a augmenté. La crème fraîche, le lait, il y a des choses comme ça, des produits frais. Les steaks surgelés aussi, la viande surgelée, évidemment, c'est très gourmand en énergie. Avec la hausse du coût de l'énergie, fatalement, ces prix augmentent. En revanche, depuis le début, et c'est ce qui permet aujourd'hui, si les consommateurs font des arbitrages, ce sont ces promotions très fortes sur des produits coûteux qui permettent de rendre l'addition un peu plus supportable. On va monter encore en puissance. C'est le débat du moment sur les promos. Vous avez entendu ce que dit Bruno Le Maire qui dit c'est plafonné à 34%, on va revenir à 50%. Ça va être ça maintenant. Et puis finalement, qui dit non, finalement, on va rester à 34%. Et l'analyse vraiment de votre chariot est tout à fait éclairant sur la manière dont c'est fabriqué. On voit très très bien, et c'est très très juste. On parle des couches Pampers, mais la lessive aussi, ce sont des produits qui sont fortement impactants dans le panier global. Parce qu'un consommateur français, lui, ce qu'il va regarder, c'est le ticket de caisse au global. Et on voit très très bien qu'il y a certains produits sur lesquels l'élasticité prix, la capacité à faire de la promotion est disponible. Pourquoi ? Parce que sur le Ricard, finalement, on est moins impacté sur ces augmentations multifactorielles. Et c'est vraiment très intéressant quand on regarde dans le détail de votre enquête, parce que on est au cœur même de la problématique des Français et de cette logique d'arbitrage. Je le rappelle, on note depuis quelques mois des éléments d'arbitrage sur des produits très impactants. Que sont la viande, en effet, que l'on voit diminuer à la consommation en fin de mois. Pourquoi ? Parce qu'on a du mal à joindre les deux bouts. En effet, j'en parlais tout à l'heure, les produits hygiène beauté, parce qu'ils pèsent très lourd, et là aussi on les voit un peu diminuer, et malheureusement aussi les fruits et légumes. Et là, il faut bien dire à tout le monde et bien comprendre que le fruits et légumes, il faut en acheter, mais en tenant compte des produits de saison, une courgette que vous achetez aujourd'hui. Ou acheter de la fraise d'Espagne parce que ça sera moins cher. Voilà, exactement. Voilà. Alors il y a des promotions qui vont devenir de plus en plus agressives, mais on le voit. Et puis il y a aussi ce que font des startups, des fintech comme la vôtre, Thomas Perret, donc porte-parole du collectif Pouvoir d'achat. Vous êtes fondateur de la fintech Mon Petit Placement, simulateur de placement. Et vous avez créé avec d'autres startups un collectif qui s'appelle le collectif Pouvoir d'achat. Ce sont des startups qui œuvrent effectivement dans ce secteur de la fintech pour soulager un peu notre pouvoir d'achat. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais je vois Matera, comment faire des économies au sein de la copro. Je vois The Braderie, c'est des ventes privées. Je vois Split, c'est du partage d'abonnements. Je vois Léo Care, assurance auto et habitation. C'est ça vraiment le but du jeu, c'est nous aider autant que possible à soulager notre pouvoir d'achat. L'objectif, c'est effectivement de pouvoir à notre niveau, redonner les manettes aux Français sur le pouvoir d'achat. Et du coup, on a 3 catégories d'acteurs que vous avez cités. Le premier, c'est aider à faire des économies sur mes contrats, par exemple. Le deuxième, c'est continuer à profiter de la vie. The Braderie qui fait des offres exclusives à la collectif. Et le troisième, dont mon petit placement est un représentant, c'est continuer à, malgré le contexte, malgré la tempête, pouvoir préparer l'avenir en faisant fructifier notamment son épargne pour ses projets futurs. C'est ça, vous êtes limité à, je crois, 3 verticales, mais pas seulement le strict et nécessaire, c'est continuer à vivre une vie décente et la plus... Et souvent, ce qu'on voit, c'est dans les contextes compliqués, on s'arrête et on revient à l'essentiel. Nous, on veut essayer d'accompagner via des produits, via des offres, via du contenu et un guide à... malgré, encore une fois, le contexte, anticiper l'avenir malgré tout. Qu'est-ce que vous observez comme grande tendance depuis ? Alors, c'est très récent, ça a été lancé en 2022, ce collectif. Ça, il s'est lancé il y a un mois. Un mois, voilà. Et donc, on propose 3 éléments, 3 briques qu'on répartit. Donc, en juin, c'était le lancement du collectif, où on a fait ça avec des offres exclusives de chaque partenaire qui, dans leur secteur d'activité, propose des offres exceptionnelles pour avoir un impact sur le pouvoir d'achat des Français. À partir de septembre, on lance, ce que je vous dis, un guide. Donc, chaque start-up qui sera membre du collectif va faire des vidéos pour donner des conseils dans son domaine d'activité pour faire des économies ou pour maîtriser son pouvoir d'achat. On va aussi pouvoir permettre de faire un audit personnalisé sur comment moi, en fonction de ma situation, je peux faire des économies ou je peux bien préparer mon avenir. Et le troisième élément qu'on demande aux membres du collectif, c'est d'adapter leurs offres et leurs produits à ce contexte-là. Et pour être très concret, nous, chez Mon Petit Placement, par exemple, on lance aujourd'hui un produit immobilier parce qu'on sent qu'il est plus accessible pour les Français que, par exemple, l'investissement pur. Et c'est pour nous un très bon moyen de battre le rendement du livret A parce qu'avec une inflation à 6,8 ou 7% à la fin de l'année, il faut prendre en main son épargne, sinon on va avoir une perte concrète de pouvoir d'achat. Il y a 8 ou 9 startups, je n'ai plus le chiffre exact. Alors, il y a des startups qui effectivement œuvrent pour nous aider à économiser de l'argent, d'autres qui œuvrent pour nous aider à économiser du temps aussi, ce qui est d'une certaine façon économiser. Exactement, quand on fait un déménagement par exemple, aider à gérer absolument, effectivement. la transition de ses contrats. Du temps, c'est de l'argent, effectivement. Alors, on vient de parler là pendant une dizaine de minutes de ce que
peut faire la grande distribution, ce que peuvent faire les startups. Il y a aussi, il faut qu'on en dise un mot quand même, ce que peut faire l'entreprise pour donner un peu de pouvoir d'achat. Là, c'est le grand sujet du moment aussi, c'est vrai, Rodolphe. Hein, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un équilibre. Alors, on le voit à la fois sur les entreprises publiques. On l'a vu récemment avec la SNCF qui est en train de se débattre sur cette logique-là, essayer de trouver la bonne équation. Mais c'est vrai dans toutes les entreprises privées parce qu'il y a pour certaines entreprises une pénurie de main-d'œuvre déjà, donc une tension. Donc, cette tension-là, elle a tendance à mettre les salaires à la hausse. Et c'est vrai qu'en tant que chef d'entreprise, c'est très complexe pour une raison très très simple, c'est que si jamais vous lâchez immédiatement du pouvoir d'achat en augmentant les salaires, vous inscrivez dans le marbre un dispositif qui peut venir rogner votre rentabilité. Et de l'autre côté, c'est pour ça que certaines entreprises sont très en attente de cette fameuse prime Macron qui va leur permettre peut-être d'habiller la fin d'année. Vous voyez justement, on entend dire souvent ce que dit le gouvernement au MEDEF, aux entreprises, c'est ne lâchez pas trop sur les augmentations générales, mais ciblez sur la prime Macron. Mais du côté du patronat, on nous dit, vous avez entendu que c'est le débat qui monte depuis quelques heures, la prime Macron, elle est bien sympathique, mais c'est un coup à rogner dans les entreprises sur les dispositifs d'intéressement et de participation. Est-ce que pour vous, c'est un danger, ça, véritablement? Oui, c'est vrai, parce que les deux, quelque part, s'opposent. Mécaniquement, il y a un effet de l'un sur l'autre. Et donc, c'est vrai qu'il faut y être vigilant. Mais j'aurais tendance à évoquer quand même que l'inscription complète dans une augmentation générale des salaires risque quand même de faire avoir un impact très fort sur la rentabilité des entreprises et donc mécaniquement sur la capacité d'investissement. Et l'autre, Frédéric, juste une seconde, l'autre point quand même qui est quand même compliqué, c'est aussi, il faut comprendre aussi que finalement les salaires des collaborateurs des entreprises, c'est aussi la croissance française, puisque vous savez que la croissance repose sur la consommation interne. Donc, en donnant du pouvoir d'achat, on fait tourner nos entreprises. On fait tourner les entreprises, oui, c'est pas aussi simple que ça. Mais malgré tout, effectivement, Frédéric, on en parlait, c'est une question que beaucoup d'entreprises se posent, qu'on se pose tous. Jusqu'où ira cette inflation finalement ? Et si elle était déjà terminée, cette inflation voilà, non mais posons la question franchement, finalement. Sur une baisse. Non, l'inflation là, c'est certain. A priori, elle devrait grimper à 7%. Ce sont les estimations en fin d'année. Mais sur l'ensemble de l'année, on ne sera pas à 7. On sera à 5 et quelques. Voilà, c'est pas rien, mais c'est pas non plus les 9, 10, 15, 20 qu'on peut voir dans certains pays d'Europe et qu'on a vu jusqu'à présent. Là, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est quand même, l'inflation, c'est quoi aujourd'hui? C'est la hausse des coûts des matières premières, qui est répercutée sur les prix finaux, que ce soit à la pompe, que ce soit dans nos grandes enseignes. Or, ces matières premières, depuis plusieurs mois, elles baissent. Et elles baissent toutes. On est allé ce matin regarder un petit peu les cours. Pétrole, moins 23% depuis le mois de mars. Gaz naturel, moins 43% depuis le mois de juin. Je pars par rapport au niveau record. Le blé, moins 25% depuis mai. La filière blé se dit, est-ce qu'on n'est pas parti dans une déflation même un peu mortifère? Les conteneurs, on a beaucoup parlé de la pénurie de conteneurs à fin 2021 avec le départ. On est à moins 40% depuis 10 mois. Donc, est-ce que ces baisses vont se prolonger? Parce que ce qui fait aujourd'hui, ce qui a causé l'inflation, eh bien, c'est un peu la spéculation autour. En tout cas, c'est l'inflation anticipée. On se dit, on va avoir des pénuries, donc on fait monter les prix. Aujourd'hui, ces prix baissent, ils devraient se répercuter. On a un baril du pétrole qui flirte avec le $100, qui tombe un coup dessous, un coup dessus, mais on est bien loin des $130. Donc, est-ce qu'on n'a pas un peu trop anticipé une inflation énorme pour la fin de l'année, et est-ce qu'elle ne sera pas finalement un peu plus douce pour nos porte-monnaies? Est-ce qu'on ose la question, est-ce que c'est déjà la fin de l'inflation en fait? Non, est-ce que c'est peut-être pas aussi que l'inflation baisse, que ça se détend sur beaucoup de produits divers et variés parce que l'économie ralentit malheureusement avec ses mécaniques. Voilà, donc ça ralentit pour de mauvaises raisons d'une certaine façon. Voilà, alors pourquoi il y a aussi cette désinflation, en tout cas sur les matières premières? C'est parce qu'on anticipe une récession avec le pays, la croissance du PIB mondial qui a été revue à la baisse par la Banque mondiale il y a quelques jours à peine. Il y a toujours le Covid qui part pas, qui est toujours là, les menaces de Covid en Chine, la consommation qui repart pas, qui repart peut-être en France aussi avec une 7e vague. Donc il y a toutes ces incertitudes-là, toutes ces craintes-là qui font qu'aujourd'hui, ces cours des matières premières baissent et devraient se répercuter assez rapidement finalement. Dès la semaine prochaine, on le verra sur l'essence. Les prix à la pompe devraient commencer à baisser. Bon, voilà, écoutez, on est au bout. Malheureusement, on aurait pu poursuivre la discussion pendant très longtemps. Bon, j'avais plein de questions à vous poser. Est-ce que c'est au gouvernement de financer ou de pallier effectivement les carences des ménages en matière de pouvoir d'achat jusqu'à la fin des temps? C'est un vrai sujet philosophique, ça aussi. Ah oui, ça aussi. Ça fait partie de savoir qu'est-ce que le gouvernement veut mettre dans la machine, toujours pour l'alimenter. Parce que, je rappelle, 70% de la croissance française repose sur la consommation de nos ménages. Il faut aussi en tenir compte, évidemment. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois. Merci, messieurs, d'être venus nous voir aujourd'hui sur BFM Business. Rodolphe Bonas, expert de la conso, PDG du groupe Aristide Retail Technologies. Frédéric Bianchi, bfmbusiness.com. Merci beaucoup, Frédéric. Merci, Thomas. Donc, on rappelle le collectif Pouvoir d'achat. Le collectif Pouvoir d'achat, votre site, et qui agrège aujourd'hui 7 startups. Mais il y en aura plus. 9 startups, et dès la rentrée, il y en a plutôt une trentaine.
Ça va très très vite. Enfin, c'est dans l'air du temps, donc ça marche. Merci beaucoup Thomas Perret d'être venu nous voir. Merci messieurs.